présence. Je profite de cette occasion pour vous souhaiter mes vœux de bonheur, de prospérité et de paix pour cette année 2026. Ces souhaits s'imposent, d'autant plus que la situation actuelle que traverse notre pays fait que le bonheur, la prospérité et la paix sont des concepts qui, pour nombre de nos compatriotes et peut-être aussi pour moi également, n'existent que dans le vocabulaire, la réalité étant tout à fait contraire. La prospérité est compromise à cause des inégalités des revenus qui sont à ce jour entretenues et institutionnalisées par nos gouvernants, cela étant prouvé par la part du budget national réservé au train de vie des institutions. Nombre d'entre nous manquent de travail et très peu de ceux qui travaillent arrivent à subvenir à leurs besoins et à mener une vie digne. Pire encore, les institutions de l'exécutif ne s'accordent plus sur l'impact des politiques publiques sur la population. L'indice de développement humain de notre pays nous classe 171e rang sur les 193 pays évalués par le Programme des Nations Unies pour le développement en 2025. Il est difficile de parler de paix avec tout ce qui se passe à ces jours. L'agression rwandaise, facilitée par certains compatriotes qui ont choisi les armes, les Mobondo qui, avec la criminalité urbaine communément appelée Kuluna, ont mis en évidence l'inefficacité des choix opérés par nos gouvernants en matière de politique sécuritaire. Aujourd'hui, nous nous contentons des souhaits, car l'action semble avoir perdu sa place et nous nous résignons aux prières, nous, peuple d'un grand pays comme la République démocratique du Congo, deuxième d'Afrique par sa superficie et premier en termes de position géostratégique avec 9 voisins. Mesdames et messieurs de la presse, dans ma responsabilité de définir la ligne politique et stratégique que doit suivre le parti base républicaine, je tiens à ce que notre esprit républicain ne se noie pas dans les débats qui ne construisent pas notre nation. Aussi, après avoir échangé avec toutes les instances du parti, je me permets de vous dresser la situation que traverse notre pays et les responsabilités des différents acteurs impliqués, et ceci devra être considéré comme étant la position officielle de la base républicaine. Notre pays, la République démocratique du Congo, est agressée. Notre nation est meurtrie. Notre intégrité territoriale violée. L'autorité de notre État n'est plus assurée sur toute l'étendue du territoire national. Ceci expose nos compatriotes à l'insécurité et soumet nos forces armées à une terrible épreuve physique, morale et spirituelle. La nation tout entière est impactée. Nos frères et sœurs, pères et mères ont été massacrés, mutilés, assassinés, obligés d'abandonner leurs habitations, des enfants, filles et garçons exposés aux atrocités, obligés d'observer des actes de barbarie et de criminalité, obligés de mettre un terme à leur tendre enfance, si ce n'est la vie. Toute cette souffrance est entrée dans notre pays par une brèche occasionnée par l'agression de notre pays, acte dont les traces les plus flagrantes remontent à ce que la littérature politique et sécuritaire appelle la première guerre du Congo, déclenchée en 1996, guerre qui a occasionné le renversement du maréchal Mobutu, président de la République à l'époque. Nous avons un voisin, parmi les 9, dont le nom revient à chaque fois qu'il y a des bruits des bottes, des coups de mortier ou des crépitements des balles dans notre pays. Il s'agit du Rwanda, ou plus précisément du gouvernement de la République du Rwanda, structure qui a perduré dans ses autres sphères de commandement depuis 1994, soit près de 32 ans aujourd'hui, de l'AFDEL à l'AFC M23, en passant par le RCD, le CNDP et le M23. Il est fait pour moi de citer le Rwanda, État souverain et indépendant, membre de l'Organisation des Nations Unies, dans la situation de mon pays, est un acte plein de responsabilités et ne relève surtout pas d'un simple fantasme. Les faits ainsi que les instruments du droit international nous offrent les outils à cet égard. L'acte d'agression releva du
droit international. Pour rappel, la résolution 33-14 adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de sa 29e session du 14 décembre 1974 définit les crimes d'agression comme étant l'emploi des forces armées par un État contre la souveraineté, l'intégrité ou l'indépendance politique d'un autre État ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies ainsi qu'il ressort de la présente définition. À ce jour, pour la seule année 2025, le Conseil de sécurité des Nations Unies a encore pris 2 résolutions qui indexent une fois de plus le Rwanda, à savoir la résolution 2773 de février 2025 et la résolution 2808 de décembre de la même année. Mesdames et messieurs de la presse, qu'un de nos voisins ou tout autre État, ou encore une simple entité illégitime, soit responsable ou coupable des actes de déstabilisation de notre pays est une chose. Mais lorsque nous affrontons une situation de cette nature, la première responsabilité directement engagée est celle de nos gouvernements. Dans la situation que vit notre pays aujourd'hui, il était temps pour les animateurs des institutions de questionner l'ensemble des politiques publiques mises en œuvre pour résoudre ces problèmes. Le constat est qu'à ce jour, quels que soient les discours que les animateurs de nos institutions peuvent tenir, le problème a gagné en ampleur. Depuis novembre 2021, avec la reprise des armes par le M23. Et depuis lors, nous avons vu le président de la République, avec 2 premiers ministres et autant de gouvernements qui se sont succédés, autant de présidents du Sénat, 3 présidents de l'Assemblée nationale, sans compter des ministres des Défenses et des Affaires étrangères, qui tous, membres d'une seule et même famille politique, à simple et bonne volonté des acteurs signataires des accords du 4 décembre 2025, principalement les États-Unis. Pari risqué, mais pas impossible, mais très risqué tout de même. Les intérêts des États-Unis ne coïncidant pas toujours ou pas nécessairement avec ceux de la République démocratique du Congo. Il est donc clairement établi que la famille politique au pouvoir doit naturellement envisager de composer avec les intelligences de la nation congolaise tout entière ou autres formations politiques ou des personnes indépendantes, et dans ces contextes, l'opposition peut jouer un rôle crucial. Malheureusement, l'opposition politique a choisi d'offrir un spectacle désolant et honteux au monde en choisissant d'indexer la famille politique au pouvoir comme étant à l'origine de la crise que nous vivons aujourd'hui. Sans oublier que la responsabilité du président de la République et de la famille politique au pouvoir ne peut être engagée que sur leur obligation de résoudre les problèmes du pays durant leur mandat et que les problèmes d'agression tirent ses origines bien avant la prise du pouvoir du prédécesseur de l'actuel président de la République. Extrémisme aveugle, au point que certains de nos compatriotes ont peur ou honte de souligner que notre pays est agressé, ne jurant que par un dialogue que certains veulent utiliser comme tribunal contre la famille politique au pouvoir, créant même une crise de confiance qui empêcherait tout dialogue constructif. Et dans les lots de ces attitudes contre-productives, certains acteurs, sans se déclarer alliés des mouvements de l'AFC M23, expriment publiquement avoir les mêmes objectifs que ces mouvements armés, considération qui ne facilite pas toujours l'élan de cohésion. Pire, c'est lorsque notre ancien président, Joseph Kabila, avec tous les respects dus en son rang et que toute la nation lui doit par la partie de sa vie qu'il a consacrée à notre pays, pointe du doigt les faiblesses et insuffisances de l'actuelle famille politique au pouvoir et du président de la République, tout en oubliant les circonstances de la prise de la ville de Goma en 2008 par le CNDP et celle de 2012 par le M23, oubliant qu'il a lui aussi refusé de traiter avec les terroristes qu'il a qualifiés
avant de se retrouver dans les mêmes circonstances des négociations que l'actuel président de la République face à ces mouvements dénommés AFC M23. Il faut rappeler que les M23 a repris les armes en novembre 2021, juste 6 mois après l'investiture du gouvernement du Premier ministre Samalou Condé à l'époque, à la suite de la rupture de la coalition FCC-Cash. Nous ne connaissons pas les secrets des dieux, rôle réservé aux oracles, mais les contextes et les timings facilitent malheureusement de pointer une radicalisation de certains acteurs à la suite de cette crise politique née de la rupture. Pour ce qui concerne le M23, il faut rappeler que lorsqu'ils ont pris les armes en 2021, particulièrement avec la prise de Bunagana en 2022, il était question pour eux de revendiquer les accords signés avec le gouvernement congolais en 2013, de revendiquer la fin de la stigmatisation de certaines populations considérées comme minoritaires dans le Grand Kivu. Mais à l'époque, M. Corneille Nangaa et l'AFC n'y étaient pas. Et la question est de savoir ce que ces messieurs compatriotes a apporté à un groupe déjà suffisamment doté en moyens financiers au point d'être équipé en hommes et en logistique comme une armée moderne, à en croire les déclarations du secrétaire général des Nations Unies. La base républicaine est convaincue que des grés ou des forces, consciemment ou inconsciemment, tous les Congolais qui prennent part à ces mouvements du M23 ou AFC M23 font les jets d'un État qui nous agresse. Il s'agit de la République du Rwanda. C'est connu de tous, ce n'est pas une invention de la base républicaine, encore moins de la République démocratique du Congo. Et sur cette question, aucun des gouvernements congolais n'a pu exprimer un point de vue contraire à celui que la base républicaine exprime à ces jours. Mesdames et messieurs de la presse, il faut s'inscrire en faux contre toute idée de dénier la responsabilité de la communauté internationale dans tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui. Lorsque nous parlons de la communauté internationale, il faut la considérer d'abord dans son caractère formel, à savoir l'architecture institutionnelle internationale. En effet, en voulant régler un problème, le Conseil de sécurité des Nations Unies a créé un autre, encore plus grave, à travers la résolution 1823 de juillet 2008. Au cours d'une session qui a curieusement duré 5 minutes, à en croire le procès verbal de la dite session, les archives du Conseil de sécurité mises à profit, l'Afrique étant représentée au Conseil de sécurité à ces moments par la République sud-africaine, le Burkina Faso et la Libye. Quelle est la teneur de cette résolution que nous pointons ici? À travers elle, l'autorisation est accordée à toutes les entités non gouvernementales de s'approvisionner en armes, munitions et tout type d'équipement militaire à partir du Rwanda. Il suffit pour elles de s'y être installées ou d'avoir un point d'attache. Cette résolution a donc eu pour conséquence de faciliter à plusieurs groupes armés l'utilisation du territoire du Rwanda comme base arrière ou simplement un point d'approvisionnement pour mener leurs activités subversives, les plus souvent en République démocratique du Congo, dans les Grands Kivu. Nous avons donc là un instrument du droit international qui facilite la déstabilisation de la région des Grands Lacs. Si d'autres responsabilités de la communauté internationale sont à discuter ou à relativiser, il n'en demeure pas moins que la résolution 1823 de 2008 du Conseil de sécurité des Nations Unies reste une preuve sans appel. Mesdames et messieurs de la presse, l'effet d'établir les responsabilités ne signifie pas pour nous que le monde doit s'écrouler parce que des fautes, des erreurs ou encore des omissions ont été commises. La base républicaine demeure fidèle à son souhait de voir toute la nation congolaise tournée vers les objectifs ci-après. Le rétablissement de l'autorité de l'État, la fin du cycle des violences qui endeuille la nation congolaise et qui déstabilise la région des Grands Lacs, la préservation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans ses frontières, la restauration de la cohésion nationale
et les renforcements de la crédibilité de l'État. Ces objectifs étant sacrés, il y a nécessité d'accepter les rôles que doivent jouer tous les acteurs que nous avons énumérés et indexés, quelle que soit leur responsabilité dans la situation que vit la République démocratique du Congo aujourd'hui. C'est dans cet esprit que nous saluons le sens d'ouverture qui a été communiqué à la presse. Sens d'ouverture exprimé par le président de la République pour la tenue d'un dialogue, il reste étant de déterminer les cadres de son déroulement dans un climat apaisé et dans un esprit républicain. Cette voie, comme toute autre initiative, bénéficie du soutien de la base républicaine à la seule condition de ne pas remettre en cause les institutions légalement établies dans le respect de notre Constitution en vigueur. Plus que Doha et Washington, ce dialogue peut faciliter l'atteinte des objectifs stratégiques que nous avons énumérés. Pour la base républicaine, sur les plans internes, tous les acteurs politiques doivent dialoguer sur leurs divergences citoyennes dans un débat autour d'objectifs communs. À ce jour, les débats sur la Constitution offrent les cadres les plus cohérents, permettant de tenir un dialogue républicain afin de baliser le chemin de la cohésion nationale, même si ces débats sur la Constitution semblent être un sujet interdit depuis un moment. La base républicaine constate que nous avons d'une part un président de la République qui estime, avec la plupart de ses alliés, que le pays a besoin d'une nouvelle constitution. D'autre part, certains compatriotes, notamment parmi les membres de l'AFC M23, ne jurent que par le fédéralisme, sans oublier nos autres compatriotes qui portent un slogan bien connu, ne touchez pas à ma constitution. N'est-ce pas là les divergences sur un vrai débat républicain qui peut réunir les Congolais dans un dialogue inclusif, lequel dialogue devra renvoyer tous les acteurs au souverain primaire qu'est le peuple, lui qui a le pouvoir de statuer en dernier lieu sur cette question, notamment à travers référendum. Pour la base républicaine, ce débat donnera un vrai sens à un dialogue républicain sur les aspects ci-après. Le dialogue doit répondre à la question de savoir comment on soumet la question au peuple. 2. Puisque le peuple doit s'exprimer dans son ensemble sur toute l'étendue du territoire, l'AFC M23 n'aura donc pas de raison d'empêcher le rétablissement de l'autorité de l'État sur les zones sous son influence. Puisque cette question aura une portée éminemment interne, le Rwanda, dans l'esprit des accords signés le 4 décembre 2025, doit se retirer et retirer ces mesures défensives du territoire de la République démocratique du Congo. Puisque les processus référendaires doivent être transparents, les acteurs pourront discuter en toute responsabilité sur la réforme de la CENI et éventuellement la recomposition de la Cour constitutionnelle. Puisque les acteurs doivent avoir une confiance totale en l'exécutif pour l'atteinte de ces objectifs, il y aura discussion sur la composition d'un gouvernement responsable et représentatif des parties prenantes, indépendamment des poids politiques qui déjà n'ont pas reflété l'efficacité dans l'action publique. Sans oublier que le dialogue permettra de déterminer si l'on va au référendum avant ou après 2028, ou si l'on doit organiser les élections anticipées. Sans oublier la nécessité de fixer les modalités d'une justice transitionnelle ainsi que les réparations pour les actes commis pendant les hostilités. Mesdames et messieurs de la presse, la base républicaine est convaincue que la communauté internationale, tant les organisations internationales régionales que sous-régionales, peuvent jouer un avenir, ainsi que dans l'harmonisation des relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, car la coexistence pacifique entre les deux États est encore possible. Ainsi, dans l'esprit de la série des accords signés le 4 décembre à Washington, que la base républicaine soutient malgré certaines imperfections constatées,
Et dans l'esprit des textes de référence du processus de Doha, la base républicaine propose les mesures de confiance à établir des préférences avant la tenue d'un dialogue, à savoir la redéfinition et l'élargissement du mandat de la MONUSCO, en lui confiant la mission de surveiller les frontières entre la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Burundi, afin de prévenir tous les actes d'agression et d'empêcher que le territoire d'un État soit utilisé comme base arrière pour les activités subversives contre un autre. Garantir l'effectivité du cessez-le-feu entre les FARDC et l'AFC M23. Établir un couloir stratégique pour les activités économiques vitales et les interventions humanitaires dans la région du Kivu pour la relier à d'autres provinces de la République démocratique du Congo et éventuellement des sorties internationales avec le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Mettre en place un mécanisme de rétablissement de l'administration civile afin de rétablir l'autorité de l'État. Élargir les négociations à Doha entre les gouvernements de l'AFCM 23 à l'opposition politique non armée ou simplement de ramener ces négociations à Kinshasa, chose que la base républicaine souhaite. Supprimer dans la résolution 1823 du Conseil de sécurité des Nations Unies les droits reconnus à toute entité non gouvernementale de s'approvisionner en armes et équipements militaires.